Dimitri n'avait pas prévu que la journée basculerait ainsi, dans une brutalité sèche, presque irréelle. Tout avait commencé de manière ordinaire, avec la voix familière de Cédric au téléphone, cette proposition d'extra au bar qui tombait à point nommé, comme une respiration dans un quotidien devenu instable. Il avait accepté sans réfléchir, par réflexe plus que par envie, comme s'il cherchait à se convaincre que sa vie pouvait encore suivre un fil normal, malgré les tensions sourdes qui l'entouraient depuis plusieurs jours. Lorsqu'il raccrocha, il sentit pourtant quelque chose d'indéfinissable peser dans l'air. Une impression de surveillance, une vibration invisible. Il eut à peine le temps de se retourner que Jeanne et Henri surgirent dans son champ de vision. Le regard de Jeanne ne laissait aucune place au doute, il ne s'agissait pas d'une simple confrontation. C'était une traque qui s'achevait. Le canon du fusil apparut comme une extension naturelle de sa colère. Elle ne criait pas, ne tremblait pas. Elle parlait bas, avec cette détermination glaciale qui rend les menaces encore plus crédibles. « Monte !» Un seul mot. Dimitri sentit ses jambes se dérober, non pas sous l'effet de la peur pure, mais sous celui de la sidération. Tout allait trop vite. Il leva les mains, cherchant instinctivement à gagner du temps, à comprendre ce qu'elle savait, jusqu'où elle était prête à aller. Henri, silencieux, ouvrit le coffre de la voiture. Il n'y avait dans son attitude ni hésitation ni compassion. Seulement une exécution méthodique d'un plan déjà mouru. Dimitri comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un accès de rage improvisé. Jeanne avait réfléchi, elle avait décidé, et lui n'était plus qu'un maillon dans une chaîne qui la dépassait. Lorsque le coffre se referma sur lui, le monde se réduisit à une obscurité étouffante. L'odeur du métal, la poussière, l'espace trop étroit pour respirer librement. Chaque virage devenait une menace, chaque freinage une possibilité de chute. Allongé là, prisonnier d'un espace conçu pour des objets, Dimitri sentit la panique monter par vagues irrégulières. Il tenta de ralentir son souffle, de rassembler ses pensées. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait acculé. Mais cette fois, l'équilibre lui échappait complètement. À l'extérieur, Jeanne conduisait sans un mot. Son esprit, lui, était en ébullition. Depuis des jours, elle remontait le fil, pièce après pièce, jusqu'à cette obsession du projecteur Super 8. Ce n'était pas un simple objet volé. C'était un symbole, une trace, un fragment d'un passé qu'elle refusait de voir effacé. Elle avait tiré les cartes avant de passer à l'action, comme pour se donner une légitimité mystique. Les signes étaient clairs, s'était-elle persuadée. Elle avait le feu vert. Même son père, dans son silence lourd de sous-entendus, semblait avoir validé sa démarche. Pour Jeanne, il ne s'agissait pas seulement de récupérer un bien. Il s'agissait de restaurer un ordre, de laver une humiliation, et Dimitri détenait un nom. Un seul nom suffisait pour faire tomber le masque. Pendant que la voiture avalait les kilomètres, à l'hôpital, un autre type de tension prenait forme, plus feutrée mais tout aussi explosive. Clémence tenait entre ses mains un colis qu'elle n'aurait jamais dû accueillir avec un tel soulagement. Les comprimés glissèrent dans sa paume avec une familiarité troublante. Les antidouleurs, ceux qu'elle prétendait contrôler, ceux qui avaient cessé depuis longtemps d'être un simple traitement. Elle resta un instant immobile, observant la plaquette comme on contemple une ligne de faille dans un miroir. Elle savait ce que cela signifiait. Elle connaissait la pente. Pourtant, au lieu de reculer, elle referma le tiroir avec un geste sec, comme si dissimuler l'objet suffisait à contenir le danger. Dans le couloir, Claire et David parlaient des nouveaux plannings avec une inquiétude croissante. Les gardes de nuit, les réductions de personnel, les sacrifices exigés au nom d'une gestion budgétaire toujours plus stricte. David finit par prononcer le mot que tout le monde redoutait et espérait à la fois, grève. Ce n'était plus une hypothèse abstraite. C'était une possibilité concrète. Clémence les écouta sans les interrompre. Elle ne nia pas les difficultés. Au contraire, elle les souligna. Elle amplifia les incohérences, insista sur l'épuisement des équipes. Ce n'était pas une improvisation. C'était une stratégie. Elle savait que la direction ne céderait que face à une menace réelle. Alors elle nourrissait cette menace, lentement, méthodiquement, tout en se donnant l'image d'une chef dépassée mais solidaire. Lorsqu'Alain entra dans son bureau un peu plus tard, il n'était pas dupe. Il avait observé, analysé. Il comprenait la manœuvre. Clémence ne subissait pas la crise. Elle l'orchestrait. Elle poussait les infirmiers à bout pour forcer la direction à reculer. Un coup de poker, admit-elle sans détour. Mais pour elle, accepter ces économies revenait à trahir l'essence même de leur mission. Alain était partagé entre admiration et inquiétude. Il reconnaissait l'intelligence du mouvement, mais percevait aussi le risque. Une grève dans un hôpital n'était jamais neutre. Elle laissait des cicatrices. Pourtant, en la regardant défendre son point de vue avec une assurance presque froide, il comprit que Clémence avait déjà franchi un seuil intérieur. Elle ne reviendrait pas en arrière. Dans un tout autre registre,
l'atmosphère chez Mark Moore semblait plus légère, presque insouciante. Kira et Paloma attendaient avec impatience le visionnage du film Super 8. Elles imaginaient des révélations spectaculaires, un mystère enfoui, peut-être un cold case digne d'un podcast à succès. Mark, amusé par leur enthousiasme, avait organisé ce dîner comme une parenthèse conviviale. Les premières images apparurent sur l'écran avec ce grain si particulier des anciennes pellicules. Une femme, un mari, une petite fille. Un pique-nique sur un parking. Un geste de la main vers la caméra. Puis plus rien. Aucun drame. Aucun secret apparent. Juste un fragment de bonheur ordinaire. Kira fut la première à constater l'écart entre leurs attentes et la réalité. Ce n'était pas une affaire criminelle. C'était un souvenir. Mais parfois, les souvenirs sont plus dangereux que les crimes, songea Mark sans le formuler à voix haute. Car si ce film avait suscité autant d'intérêt, c'est qu'il portait en lui une charge symbolique que personne ne mesurait encore pleinement. Au même moment, dans l'obscurité du coffre, Dimitri entendit enfin la voiture s'arrêter. Le silence devint plus lourd que le bruit du moteur. Le coffre s'ouvrit brusquement, laissant entrer une lumière crue qui l'aveugla. Il sortit lentement, les bras levés, comme s'il se rendait déjà à une autorité invisible. Jeanne ne détourna pas le regard. Elle voulait une réponse simple. À qui avait-il remis les objets volés? Pas d'esquive, pas de demi-mot. Dimitri sentit que chaque seconde de silence pouvait lui coûter cher. Il donna la seule version qu'il jugeait susceptible de désamorcer la violence. Tout avait été revendu à un antiquaire. Ce mot, antiquaire, fut comme une étincelle dans l'esprit de Jeanne. Elle tenait enfin une direction, une piste concrète. Son regard se durcit davantage. Elle n'avait plus besoin de menacer. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, un fil à tirer. Elle décida alors qu'elle ferait le tour de tous les antiquaires de la ville. Elle ne laisserait aucune échappatoire. Si le projecteur Super 8 avait changé de main, elle retrouverait chaque étape de son parcours. Et s'il fallait briser des portes pour y parvenir, elle n'hésiterait pas. Dans son esprit, une certitude grandissait, ce n'était que le début. Après que Dimitri a lâché le mot « antiquaire », un changement presque imperceptible s'était opéré chez Jeanne, comme si la violence brute de l'enlèvement venait de trouver une structure, une direction claire qui donnait un sens à l'excès qu'elle venait de commettre. Elle ne cherchait plus à intimider pour le simple plaisir d'obtenir une réaction immédiate. Elle cherchait désormais à reconstruire un itinéraire précis, à retracer méthodiquement le parcours du projecteur Super 8 jusqu'à son point d'arrivée. Dans son esprit, l'affaire cessait d'être une vengeance instinctive pour devenir une enquête personnelle où chaque détail devait être vérifié, chaque piste explorée sans relâche. Dès le lendemain, elle s'engagea dans une tournée systématique des antiquaires de la ville, parcourant les rues avec une détermination qui frôlait l'obsession et qui inquiétait Henri plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Jeanne modulait son attitude selon les lieux, adaptant son ton et son regard afin de se fondre dans le décor, se présentant tantôt comme une collectionneuse passionnée par les appareils anciens, tantôt comme une acheteuse fortunée prête à surenchérir pour obtenir un modèle rare. Cette stratégie n'était pas improvisée. Elle traduisait une volonté de contrôle, un besoin de dominer la situation après avoir vécu trop longtemps dans l'impression que les événements lui échappaient. Lorsqu'elle pénétra dans la boutique d'Alix, elle sentit immédiatement que le lieu différait des autres enseignes visitées jusque-là, non seulement par son organisation soignée et la mise en valeur presque artistique des objets exposés, mais aussi par l'assurance discrète qui se dégageait de sa propriétaire. Alix observait ses clients avec une attention tranquille, capable de percevoir les intentions cachées derrière les questions apparemment innocentes, et Jeanne comprit qu'elle ne pourrait pas simplement imposer sa volonté par la pression ou l'insistance. Elle engagea donc la conversation avec une douceur calculée, évoquant une passion ancienne pour les projecteurs Super 8 et laissant entendre qu'un modèle récemment vendu correspondait exactement à ce qu'elle recherchait depuis des années. Alix confirma qu'un projecteur était bien passé par sa boutique, mais elle resta volontairement évasive sur les détails, rappelant avec fermeté les règles de confidentialité qui régissaient son activité et refusant catégoriquement de transmettre les coordonnées de l'acheteur malgré les tentatives répétées de Jeanne pour la convaincre. Cette résistance, exprimée sans agressivité mais avec une détermination tranquille, produisit chez Jeanne un effet plus violent qu'une confrontation ouverte, car elle se heurta à un mur professionnel contre lequel la colère brute ne pouvait rien. Elle quitta finalement les lieux avec un sourire figé qui masquait mal la tension accumulée, consciente que ce refus ne ferait qu'intensifier sa volonté d'obtenir l'information par d'autres moyens. Pendant que Jeanne avançait ainsi sur le terrain, la situation à l'hôpital évoluait selon une dynamique tout aussi tendue, mais d'une nature différente, plus feutrée et plus stratégique. Clémence avait reçu un colis contenant les médicaments antidouleurs dont elle était devenue dépendante,
et ce simple geste d'ouverture du paquet avait ravivé une lutte intérieure qu'elle croyait encore maîtriser. Elle se persuadait que ces comprimés constituaient une aide temporaire face à la pression croissante liée au nouveau planning et aux exigences budgétaires de la direction, mais au fond d'elle, elle savait que cette justification masquait une fragilité bien plus profonde. Dans les couloirs, les discussions autour des gardes de nuit et de la réduction des effectifs prenaient une ampleur inhabituelle, alimentée par le sentiment partagé que la qualité des soins risquait d'en pâtir gravement. David exprimait ouvertement son intention de contacter les syndicats et d'envisager une grève si aucune concession n'était accordée, et Clémence, loin de calmer le jeu, orientait subtilement les échanges vers cette possibilité en soulignant les risques encourus par les équipes et les patients. Elle présentait son attitude comme une défense nécessaire du personnel, mais son positionnement révélait une stratégie plus large, destinée à créer un rapport de force susceptible de contraindre la direction à négocier. Alain, qui observait ces manœuvres avec une lucidité croissante, comprit que Clémence ne se contentait pas de réagir aux circonstances. Elle façonnait activement le climat de tension afin d'obtenir ce qu'elle jugeait indispensable. Lorsqu'il l'interrogea sur son rôle dans l'escalade des revendications, elle reconnut qu'il s'agissait d'un pari risqué, tout en affirmant qu'elle ne pouvait accepter des économies qui mettraient en péril la sécurité des équipes. Cette franchise partielle laissait transparaître une détermination qui impressionnait Alain autant qu'elle l'inquiétait, car il percevait que la situation pouvait rapidement échapper à tout contrôle si la grève devenait réalité. Parallèlement, une atmosphère plus légère semblait régner chez Mark Moore, où Kira et Paloma attendaient avec impatience le visionnage du fameux film Super 8, persuadés d'assister à la révélation d'un mystère susceptible d'alimenter leurs hypothèses les plus audacieuses. Le dîner organisé pour l'occasion créait un cadre convivial, presque détaché des tensions qui traversaient d'autres sphères de la ville, et les premières images projetées révélèrent une scène familiale banale, montrant un couple et leur enfant lors d'un pique-nique anodin. L'absence de drame apparent déçut quelque peu les attentes de Kira, qui avait imaginé un lien avec une affaire criminelle oubliée, mais ce contraste entre l'ordinaire du film et l'agitation qu'il suscitait ailleurs soulignait à quel point les objets peuvent acquérir une valeur symbolique indépendante de leur contenu réel. Au cœur de ces dynamiques croisées, la relation entre Alain et Elisabeth se fragilisait sous l'effet de comparaisons implicites et de ressentiments latents. Alain confia à Baker qu'il percevait chez Elisabeth une attitude oscillant entre mauvaise foi et naïveté, notamment face à la manière dont il évoquait les qualités stratégiques de Clémence, et Baker suggéra que ce malaise pouvait s'expliquer par un désir inconscient de provoquer une réaction jalouse. Alain, toutefois, redoutait un dérapage plus concret, craignant qu'Elisabeth ne se laisse entraîner vers Nicolas dans un mouvement qui dépasserait la simple provocation. De son côté, Elisabeth ressentait avec acuité l'effet cumulatif des compliments adressés à Clémence, comme si chaque remarque positive constituait un rappel silencieux de sa propre mise à l'écart. Lorsque Nicolas lui proposa de prolonger leur collaboration autour d'un verre afin de lui présenter le montage de la vidéo du podcast, elle répondit d'abord avec prudence, indiquant qu'elle devait vérifier son emploi du temps, mais une fois seule, elle contempla longuement l'écran de son téléphone avant d'accepter finalement l'invitation. Ce choix, apparemment anodin, traduisait en réalité un besoin de reconnaissance et d'attention qui dépassait la simple curiosité professionnelle. La nuit suivante, Jeanne revint devant la boutique d'Alix avec la résolution de contourner le refus qu'elle avait essuyé plus tôt dans la journée, convaincue que seule une intrusion lui permettrait d'obtenir les informations nécessaires pour poursuivre sa quête. L'effraction fut rapide et précise, révélant une préparation qui contredisait toute idée d'acte impulsif, et une fois à l'intérieur, elle se concentra non pas sur les objets exposés, mais sur les documents susceptibles de révéler l'identité de l'acheteur. En fouillant les registres de vente et les dossiers administratifs, elle finit par découvrir le nom inscrit sur la transaction relative au projecteur Super 8, celui de Mark Moore, et cette révélation produisit chez elle un mélange complexe de satisfaction et de tension. Ce nom, désormais associé à une adresse et à une existence concrète, transformait l'enquête en confrontation imminente, car Jeanne comprenait qu'elle s'approchait d'un point où les conséquences de ses actes ne pourraient plus être contenues dans l'ombre. L'obtention de cette information marquait une avancée décisive, mais elle signifiait aussi que la spirale dans laquelle elle s'était engagée devenait de plus en plus difficile à arrêter, chaque pas supplémentaire l'éloignant un peu plus de toute possibilité de retour en arrière. La découverte du nom de Mark Moore ne procura pas à Jeanne le soulagement qu'elle croyait ressentir en atteignant enfin une cible précise. Elle déclencha au contraire une agitation plus profonde, comme si l'enquête qu'elle menait depuis plusieurs jours cessait d'être abstraite pour prendre la forme d'un affrontement imminent dont elle ne mesurait pas encore toutes les conséquences.
En refermant le registre et en quittant la boutique d'Alix dans la pénombre, elle comprit qu'elle venait de franchir une limite invisible, celle qui sépare la recherche obstinée de la transgression assumée, et que désormais chaque décision risquait d'entraîner des répercussions impossibles à contenir. Henri, qui l'attendait à l'extérieur, perçut immédiatement la tension qui irradiait d'elle, car son silence n'était plus celui d'une simple contrariété mais celui d'une détermination renforcée par la certitude d'avoir raison. Il tenta d'évoquer les risques, la possibilité que la situation échappe à leur contrôle si l'intrusion était découverte, mais Jeanne ne laissa guère de place au doute, convaincue que la fin justifiait les moyens et que l'obtention du nom de Mark Moore représentait une avancée trop importante pour être relativisée par des scrupules tardifs. Dans son esprit, la logique était implacable. Si Dimitri avait menti ou minimisé son rôle, si Alix avait protégé un client au détriment de la vérité, alors elle se devait d'aller au bout de sa démarche pour restaurer un équilibre qu'elle estimait rompu. Pendant ce temps, Mark ignorait totalement que son nom figurait désormais au centre d'une spirale qui ne lui appartenait pas. Chez lui, l'atmosphère demeurait encore empreinte de curiosité et d'enthousiasme à la suite du visionnage du film Super 8, et bien que la projection n'ait révélé qu'une scène familiale anodine, il ressentait une étrange impression de responsabilité, comme si le simple fait d'avoir acquis cet objet l'avait placé malgré lui dans une chaîne d'événements plus vaste. Kira et Paloma avaient exprimé leur déception amusée face à l'absence de mystère apparent, mais Mark, en observant les dernières images figées sur l'écran, se surprit à réfléchir à la valeur symbolique de ces souvenirs, à la manière dont un fragment de pellicule pouvait cristalliser des attentes, des projections, voire des obsessions. À l'hôpital, la tension continuait de monter sous une forme plus institutionnelle mais tout aussi explosive, car les discussions autour d'une éventuelle grève prenaient désormais une tournure officielle, les syndicats ayant été informés des revendications et des inquiétudes du personnel. Clémence, qui avait encouragé ces échanges avec une habileté calculée, mesurait désormais l'ampleur du mouvement qu'elle avait contribué à initier, et bien qu'elle affichât une posture de responsabilité devant ses équipes, elle ressentait intérieurement le poids d'une double pression, celle liée à la gestion de la crise et celle découlant de sa dépendance aux médicaments antidouleurs qu'elle continuait de consommer en secret. Dans son bureau, elle tentait de rationaliser ses choix en se persuadant que la menace de grève constituait le seul levier efficace face à une direction sourde aux alertes répétées, et qu'en assumant ce risque elle protégeait indirectement les soignants contre un épuisement chronique. Toutefois, chaque comprimé avalé en silence ajoutait une fissure à cette assurance, car elle savait qu'un drame personnel pouvait à tout moment se superposer au conflit collectif, rendant sa position d'autant plus fragile si son état venait à être découvert. Cette tension intérieure ne se reflétait pas encore dans son attitude extérieure, mais elle influençait subtilement ses décisions, la poussant à agir plus vite, plus fort, comme si l'urgence institutionnelle pouvait masquer sa propre vulnérabilité. Alain observait ces évolutions avec une attention mêlée d'admiration et d'appréhension, conscient que Clémence déployait une intelligence stratégique indéniable tout en prenant des risques considérables. Ses conversations avec Baker l'avaient convaincu que la situation nécessitait une approche mesurée, notamment dans sa relation avec Elisabeth, dont le comportement devenait de plus en plus imprévisible à mesure qu'elle percevait les éloges adressés à Clémence comme une remise en question implicite de sa propre place. Alain se retrouvait ainsi pris dans un réseau de tensions croisées où le professionnel et le personnel s'entremêlaient dangereusement. Elisabeth, de son côté, avançait vers son rendez-vous avec Nicolas avec un mélange de défi et de lassitude, persuadée que ce verre partagé ne représentait rien d'autre qu'un moment de respiration face à une atmosphère conjugale saturée de comparaisons implicites. Pourtant, derrière cette justification se cachait un besoin plus profond d'être regardée sans être opposée à une autre femme, d'exister dans un espace où ses qualités ne seraient pas mesurées à l'aune d'une stratégie hospitalière ou d'un conflit social. En acceptant l'invitation, elle ouvrait une porte qu'elle prétendait pouvoir refermer à tout moment, sans encore mesurer que certains gestes, même anodins en apparence, laissent des traces durables dans les équilibres affectifs. Au cœur de ces trajectoires parallèles, Jeanne ne parvenait pas à apaiser la montée d'adrénaline provoquée par la découverte du nom de Mark Moore, car chaque information obtenue alimentait une conviction croissante que la vérité était proche, qu'un dévoilement décisif se profilait à l'horizon. Elle se surprenait à imaginer la confrontation, à anticiper les réponses qu'elle exigerait, à construire mentalement un scénario où Mark serait contraint d'expliquer l'origine du projecteur et les circonstances de son acquisition. Cette projection renforçait son sentiment de légitimité, mais elle occultait volontairement les questions plus délicates relatives aux méthodes employées et aux conséquences potentielles si ces actes étaient révélés. Henri, en observant l'évolution de sa sœur,
comprenaient que le point de non-retour se rapprochait, non seulement parce qu'ils avaient déjà franchi la ligne de la légalité en enlevant Dimitri et en s'introduisant chez Alix, mais aussi parce que la conviction intime de Jeanne la rendait imperméable à toute tentative de modération. Il percevait chez elle une volonté de réparation presque sacrée, comme si le projecteur Super 8 incarnait un fragment d'histoire qu'elle refusait de voir confisqué ou manipulé par d'autres, et cette dimension symbolique compliquait toute tentative de la ramener à une analyse rationnelle des risques. Ainsi, alors que la ville poursuivait son activité quotidienne sans soupçonner l'intensité des tensions souterraines qui la traversaient, plusieurs trajectoires convergeaient lentement vers des points d'impact inévitables, celle de Jeanne vers Mark Moore, celle de Clémence vers une possible grève doublée d'un drame personnel, celle d'Elisabeth vers un rapprochement susceptible de bouleverser son équilibre conjugal. Chacune de ces dynamiques, encore distinctes en apparence, portait en elle la promesse d'un enchevêtrement futur, car dans cet univers où les décisions individuelles résonnent au-delà de leurs auteurs, aucun acte ne demeure isolé bien longtemps. Au lendemain de l'effraction chez Alix, la ville semblait inchangée en surface, comme si les vitrines intactes et les trottoirs balayés effaçaient toute trace des tensions de la veille, mais pour ceux qui se trouvaient au cœur des événements, un glissement subtil s'était produit, rendant chaque interaction plus lourde de sens et chaque silence plus suspect. Jeanne, malgré une nuit écourtée par l'excitation et l'anticipation, se réveilla avec une énergie presque fébrile, convaincue que le nom de Mark Moore constituait la pièce centrale d'un puzzle dont elle allait enfin assembler les contours définitifs. Elle passa la matinée à reconstituer mentalement les étapes précédentes, cherchant à identifier d'éventuelles incohérences dans les propos de Dimitri ou dans l'attitude d'Alix, comme si elle craignait qu'un détail lui ait échappé et compromette l'édifice fragile qu'elle était en train de bâtir. Chaque souvenir était analysé avec une minutie excessive, révélatrice d'un esprit qui ne supportait plus l'incertitude et qui avait besoin d'une vérité claire, presque brutale, pour apaiser l'angoisse latente qui l'habitait depuis le début de cette affaire. Dans le même temps, Alix découvrit les traces discrètes de l'intrusion dans sa boutique et comprit immédiatement que la visite insistante de la veille n'avait rien d'anodin, car l'ordre apparent des étagères masquait mal le dérangement subtil des tiroirs et des dossiers administratifs. Loin de céder à la panique, elle adopta une posture réfléchie, évaluant les options qui s'offraient à elle et mesurant l'impact qu'une plainte pourrait avoir sur sa réputation et sur ses relations professionnelles, consciente que le monde des antiquités repose autant sur la confiance que sur la discrétion. Cette découverte plaça Alix dans une position délicate, car elle percevait que l'insistance de Jeanne ne relevait pas d'une simple curiosité de collectionneuse, mais d'une quête plus personnelle et potentiellement dangereuse. Elle hésita à contacter Mark pour l'informer que son nom avait pu être consulté, tout en redoutant d'alimenter une inquiétude qui ne reposerait peut-être que sur des soupçons encore flous. Cette hésitation, nourrie par le désir de protéger ses clients et de préserver son activité, renforçait malgré elle la toile de silence qui entourait l'objet convoité. À l'hôpital, la perspective d'une grève prenait désormais une forme concrète, les discussions informelles ayant laissé place à des réunions structurées où les arguments s'échangeaient avec une intensité croissante. Clémence, qui avait initialement orienté les débats vers cette option, se retrouvait au centre d'une dynamique qu'elle ne pouvait plus contrôler entièrement, car chaque membre du personnel apportait ses propres frustrations et ses propres revendications, transformant le mouvement en une force collective dépassant son initiative initiale. Elle continuait d'afficher une détermination ferme, plaidant pour des concessions sur les gardes de nuit et rappelant les risques d'épuisement généralisé, mais son regard trahissait parfois une fatigue plus intime, amplifiée par la dépendance aux antidouleurs qu'elle dissimulait avec soin. Alain, témoin de cette escalade, tenta de maintenir un dialogue constructif avec la direction afin d'éviter une rupture définitive, mais il comprenait que la crédibilité de Clémence auprès des équipes reposait précisément sur sa capacité à tenir une ligne dure, ce qui limitait sa marge de manœuvre. Dans ses échanges avec Baker, il évoquait l'équilibre précaire entre solidarité professionnelle et responsabilité institutionnelle, conscient qu'un conflit ouvert pourrait fragiliser l'image de l'établissement tout en révélant des tensions longtemps contenues. Parallèlement, Elisabeth se préparait à retrouver Nicolas dans un état d'esprit ambigu, oscillant entre la volonté d'affirmer son indépendance et la crainte de franchir une frontière symbolique qui modifierait la nature de son engagement avec Alain. Le simple fait d'accepter ce rendez-vous constituait déjà une prise de position intérieure, car il traduisait un besoin de reconnaissance que les échanges récents avec Alain n'avaient pas satisfait, et elle se surprit à choisir avec soin sa tenue, comme si l'apparence pouvait influencer la perception qu'elle souhaitait susciter. La rencontre avec Nicolas se déroula dans une atmosphère détendue, marquée par une complicité professionnelle sincère,
mais sous cette surface affleurait une tension discrète liée à la conscience qu'il partageait d'explorer un territoire nouveau. Nicolas lui présenta le montage du podcast avec enthousiasme, valorisant son implication et soulignant son aisance à l'oral, et ses compliments, simples en apparence, résonnèrent chez Elisabeth comme une validation qu'elle ne percevait plus dans son couple. Elle savourait cette attention sans toutefois se départir d'une vigilance intérieure, consciente que le moindre geste interprétable pourrait déclencher un enchaînement difficile à maîtriser. Pendant ce temps, Marc poursuivait ses activités sans soupçonner que son nom circulait désormais dans un contexte chargé de tension et de ressentiment, et bien que le film Super 8 n'ait révélé aucune révélation spectaculaire, il ressentait une curiosité persistante quant à l'origine de cet objet et aux raisons pour lesquelles il semblait susciter un intérêt disproportionné. Cette intuition diffuse le poussait à envisager de se renseigner davantage sur l'histoire du projecteur, non par crainte immédiate, mais par désir de comprendre le parcours d'un artefact qui, malgré son apparente banalité, avait provoqué une série de réactions inattendues. Jeanne, quant à elle, approchait d'un moment où l'affrontement deviendrait inévitable, car elle avait commencé à collecter des informations supplémentaires sur Marc, cherchant à cerner son profil et ses habitudes avant de décider de la manière dont elle entrerait en contact avec lui. Cette préparation méthodique renforçait son sentiment de contrôle, mais elle ne dissipait pas la tension croissante liée aux conséquences potentielles de ses actes, car chaque nouvelle étape l'éloignait d'une résolution simple et la rapprochait d'une confrontation dont l'issue demeurait incertaine. Ainsi, les trajectoires de Jeanne, Clémence, Elisabeth et Marc continuaient de se rapprocher les unes des autres sans encore se croiser frontalement, dessinant un réseau de tensions parallèles où les décisions individuelles, prises sous l'emprise de convictions intimes ou de frustrations accumulées, menaçaient de converger vers un point de rupture. Dans cet équilibre fragile, chaque geste, qu'il s'agisse d'une intrusion nocturne, d'un comprimé avalé en secret ou d'un verre accepté dans un moment de doute, participait à la construction d'un climat où l'explosion semblait moins une possibilité qu'une question de temps. Plus les heures passaient, plus la tension qui traversait les différentes sphères de la ville prenait une consistance presque palpable, comme si un fil invisible reliait désormais les décisions prises dans l'ombre aux conséquences qui s'annonçaient à la lumière. Jeanne, en poursuivant ses recherches sur Mark Moore, sentait que son enquête ne relevait plus uniquement de la récupération d'un objet, mais qu'elle s'était transformée en une quête de justification personnelle, un moyen de donner un sens à une colère qu'elle refusait de considérer comme excessive. Elle se documentait avec minutie, recueillant des informations sur ses activités, ses fréquentations, ses habitudes, non par simple curiosité, mais pour préparer un face-à-face dont elle imaginait déjà les contours avec une précision presque obsessionnelle. Henri observait cette évolution avec une inquiétude croissante, car il percevait chez sa sœur une forme d'isolement intérieur qui la rendait imperméable aux doutes et aux avertissements. Il tentait parfois de suggérer que la vérité recherchée pourrait ne pas correspondre à ses attentes, que le projecteur Super 8 n'était peut-être qu'un objet sans intention cachée, mais Jeanne rejetait ces hypothèses comme des tentatives de dilution de son intuition. Elle était convaincue qu'en allant jusqu'au bout, elle découvrirait une pièce manquante d'un récit plus vaste, et cette conviction nourrissait sa détermination tout en réduisant sa capacité à envisager d'autres scénarios. À l'hôpital, la menace de grève atteignait un seuil critique, les syndicats ayant commencé à formaliser les revendications et à exiger une réponse rapide de la direction. Clémence, qui avait contribué à créer cette dynamique, se retrouvait désormais face à la réalité d'un mouvement collectif qui ne lui appartenait plus entièrement, car chaque membre du personnel exprimait des attentes spécifiques, transformant la contestation en une force difficile à canaliser. Elle continuait de plaider pour des concessions sur les gardes de nuit et pour une révision des plannings, mais la pression institutionnelle se doublait d'une pression personnelle grandissante, liée à sa dépendance aux médicaments qu'elle consommait en secret pour maintenir une apparence de maîtrise. Chaque prise de parole publique lui demandait un effort supplémentaire, car elle devait masquer la fatigue et les fluctuations d'humeur provoquées par les antidouleurs, tout en maintenant une posture de leader crédible aux yeux de ses équipes. Elle se persuadait que la cause justifiait ce sacrifice, que son inconfort personnel était secondaire face à l'enjeu collectif, mais au fond d'elle subsistait la crainte qu'un faux pas, une hésitation ou une absence inattendue puisse révéler la fragilité qu'elle s'efforçait de dissimuler. Cette tension intérieure la poussait parfois à adopter un ton plus ferme qu'elle ne l'aurait fait en d'autres circonstances, renforçant l'impression qu'elle incarnait une ligne dure face à la direction. Alain, pris entre son admiration pour la détermination de Clémence et son attachement à Elisabeth, ressentait un malaise croissant devant l'accumulation de non-dits qui menaçait son équilibre personnel. Il percevait chez Elisabeth un changement subtil depuis son rendez-vous avec Nicolas,
une distance imperceptible mais réelle, comme si une porte s'était entr'ouverte vers une zone de liberté dont il ne faisait plus partie. Il tentait de rationaliser ce sentiment en se rappelant les conseils de Baker, qui l'encourageaient à ne pas braquer la situation par des accusations directes, mais l'incertitude s'installait malgré lui. Elizabeth, de son côté, continuait de justifier son rapprochement avec Nicolas par des arguments rationnels liés au travail, insistant sur la dimension professionnelle de leurs échanges et sur l'intérêt stratégique du podcast pour son image. Pourtant, elle ne pouvait ignorer le plaisir qu'elle éprouvait à être valorisée sans être comparée, à exister dans un regard neuf qui ne la mesurait pas à l'aune des réussites d'une autre femme. Ce besoin de reconnaissance, longtemps contenu derrière une façade d'assurance, prenait désormais la forme d'une respiration dont elle redoutait en même temps les conséquences. Marc, toujours inconscient des démarches de Jeanne, commençait à ressentir un trouble diffus en repensant au projecteur Super 8, car plus il réfléchissait à son acquisition, plus il s'interrogeait sur la facilité avec laquelle cet objet avait changé de main et sur l'intensité des réactions qu'il semblait susciter ailleurs. Cette interrogation, encore vague, l'incita à consulter les documents de vente et à reconstituer l'historique de l'appareil, non par méfiance immédiate, mais par désir de comprendre si ce souvenir familial anodin pouvait être lié à un contexte plus large qu'il ignorait. Jeanne, en parallèle, se préparait à provoquer une rencontre avec Marc, consciente que l'obtention d'informations indirectes ne suffirait plus à apaiser son besoin de confrontation. Elle réfléchissait à la manière d'aborder la discussion, hésitant entre une approche directe fondée sur la pression et une stratégie plus subtile consistant à tester ses réactions avant de dévoiler ses intentions. Cette préparation mentale renforçait son sentiment de contrôle, mais elle alimentait aussi une tension constante qui la maintenait dans un état d'alerte permanent, rendant chaque bruit, chaque appel imprévu susceptible d'être interprété comme un signe. Ainsi, tandis que l'hôpital se rapprochait d'un conflit ouvert, que les équilibres sentimentaux d'Elisabeth et d'Alain vacillaient sous l'effet de décisions apparemment anodines, et que Marc poursuivait ses recherches sans imaginer l'ombre qui se rapprochait de lui, Jeanne avançait vers une confrontation qu'elle considérait comme inévitable. Les lignes tracées par chacun, qu'elles soient professionnelles, affectives ou obsessionnelles, semblaient converger vers un point où les choix individuels ne pourraient plus être dissociés de leurs répercussions collectives, annonçant une phase où la vérité, quelle qu'elle soit, risquait de se révéler au prix d'un déséquilibre plus profond que celui qu'elle prétendait corriger. Le moment où une obsession cesse d'être intérieure pour devenir action concrète arrive souvent sans fracas, presque silencieusement, comme une décision qui s'impose d'elle-même après avoir été longuement préparée dans l'ombre. Pour Jeanne, ce seuil fut franchi lorsqu'elle comprit que toutes les informations indirectes réunies autour de Marc Moore ne suffiraient plus à apaiser le tumulte qui l'habitait. Elle ne pouvait plus se contenter de conjectures, de dossiers consultés en secret ou de scénarios élaborés dans sa tête. Elle avait besoin d'un regard, d'une voix, d'une réaction qui confirmerait ou infirmerait ses soupçons. Elle choisit donc d'organiser une rencontre qui paraîtrait fortuite, convaincue que la surprise révélerait plus que n'importe quelle confrontation annoncée. Cette stratégie reposait sur l'idée que la spontanéité des réactions trahit souvent davantage que les discours préparés, et Jeanne, persuadée de tenir une vérité cachée, s'imaginait capable de lire dans les silences comme dans les mots. Pourtant, sous cette assurance, une tension plus profonde persistait, car elle savait que si Marc ne correspondait pas à l'image qu'elle s'était construite, toute l'architecture mentale qu'elle avait élaborée risquait de s'effondrer. Henri, conscient de la direction prise par les événements, tenta une dernière fois de modérer l'élan de sa sœur en évoquant les conséquences possibles d'une confrontation mal maîtrisée. Il souligna que l'enlèvement de Dimitri et l'effraction chez Alix constituaient déjà des actes graves qui pourraient se retourner contre eux si l'affaire prenait une ampleur judiciaire. Jeanne l'écouta sans véritablement intégrer ses arguments, car son esprit était focalisé sur l'objectif à atteindre, et chaque mise en garde était interprétée comme une tentative de ralentir un processus qu'elle jugeait indispensable. À l'hôpital, la situation approchait d'un point critique, car la direction, confrontée à la pression croissante des syndicats, devait désormais répondre officiellement aux revendications concernant les gardes de nuit et l'organisation des plannings. Clémence participait aux réunions avec une concentration intense, mesurant chaque mot afin de maintenir l'unité du personnel tout en évitant une rupture irréversible. Elle savait que son rôle était scruté de près, non seulement par ses équipes, mais aussi par ceux qui espéraient la voir commettre une erreur stratégique. Cependant, derrière cette posture maîtrisée, la fatigue accumulée et la dépendance aux antidouleurs fragilisaient son équilibre. Les comprimés, devenus un soutien silencieux, commençaient à influencer son humeur et sa capacité à gérer la pression, et bien qu'elle s'efforçât de maintenir une apparence irréprochable,
certaines hésitations trahissaient un combat intérieur plus difficile que celui mené face à la direction. Elle se persuadait que cette période de tension justifiait un recours temporaire aux médicaments, mais au fond d'elle subsistait la crainte que cette justification ne soit qu'un écran masquant une dérive plus dangereuse. Alain, qui assistait à ces évolutions avec un mélange de respect et d'inquiétude, percevait que la ligne entre engagement et obstination devenait de plus en plus fine, tant dans le combat de Clémence que dans sa propre relation avec Elisabeth. Depuis que cette dernière avait accepté de revoir Nicolas, un changement subtil s'était installé, non pas sous la forme d'un conflit ouvert, mais comme une distance diffuse, une retenue nouvelle dans leurs échanges quotidiens. Alain hésitait entre l'envie de clarifier la situation et la peur de provoquer ce qu'il redoutait, conscient que certaines conversations, une fois entamées, ne peuvent plus être refermées sans laisser de traces. Elisabeth, quant à elle, poursuivait son rapprochement avec Nicolas sous couvert de collaboration professionnelle, mais elle ne pouvait ignorer que ces rencontres lui procuraient une forme de légèreté qu'elle ne retrouvait plus ailleurs. Elle se sentait écoutée, valorisée, et cette sensation agissait comme un contrepoids aux comparaisons implicites qu'elle percevait dans son couple. Pourtant, cette liberté nouvelle n'était pas exempte d'ambivalence, car elle mesurait les risques d'un malentendu ou d'un geste interprété au-delà de ses intentions, et cette conscience ajoutait une tension discrète à des moments qui se voulaient détendus. Marc, de son côté, commençait à ressentir un malaise qu'il ne parvenait pas à définir clairement, comme si l'acquisition du projecteur Super 8 avait introduit une variable imprévisible dans son quotidien. Les questions qu'il se posait sur l'origine de l'objet prenaient une dimension plus sérieuse, non parce qu'il disposait d'indices concrets d'un danger, mais parce que l'intensité des réactions observées autour de lui suggérait qu'il ignorait une partie de l'histoire. Cette intuition le poussait à envisager une démarche proactive, peut-être en reprenant contact avec Alix pour clarifier certains points, sans imaginer que cette initiative pourrait croiser celle de Jeanne. Lorsque Jeanne se retrouva enfin face à Marc, dans un cadre qu'elle avait soigneusement choisi pour éviter toute distraction, elle observa avec une attention aiguë chacun de ses gestes, cherchant dans son regard la trace d'une culpabilité ou d'un secret dissimulé. La conversation débuta sur un ton neutre, Jeanne évoquant son intérêt pour le projecteur et la curiosité suscitée par son acquisition, tandis que Marc répondait avec franchise, décrivant l'objet comme une simple trouvaille au charme nostalgique. À mesure que l'échange avançait, Jeanne s'efforçait de maintenir un équilibre entre l'interrogation directe et l'écoute attentive, consciente que la moindre agressivité pourrait fermer la porte à des confidences éventuelles. Cependant, malgré ses efforts pour déceler une faille, elle ne perçut chez Marc ni malaise manifeste ni tentative d'évitement, ce qui ébranla brièvement la certitude qui l'avait guidé jusqu'ici. Ce décalage entre ses attentes et la réalité observable introduisit une fissure dans son raisonnement, car si Marc n'était qu'un acheteur de bonne foi, la chaîne d'événements qu'elle avait imaginée risquait de reposer sur une interprétation excessive. Cette possibilité, bien que dérangeante, ne suffisait pas encore à dissiper son intuition, mais elle complexifiait une situation qu'elle avait jusque-là perçue comme linéaire. Ainsi, alors que la menace de grève à l'hôpital approchait d'un dénouement décisif, que les relations d'Elisabeth et d'Alain s'engageaient sur un terrain glissant et que Marc découvrait progressivement qu'un simple objet pouvait devenir le centre d'une agitation inattendue, Jeanne se trouvait confrontée à une vérité moins tranchée qu'elle ne l'avait imaginée. Cette nuance nouvelle n'annulait pas sa détermination, mais elle la contraignait à revoir son approche, car la confrontation qu'elle avait anticipée ne produisait pas l'effet libérateur qu'elle espérait, laissant en suspens une tension qui ne demandait qu'à se transformer en un nouvel affrontement si un élément supplémentaire venait à la raviver. Ce qui, quelques jours plus tôt, n'était qu'un fil tiré dans l'ombre était désormais devenu un réseau de tensions où chaque protagoniste avançait sur un terrain instable sans toujours en mesurer la fragilité. Jeanne, en quittant sa rencontre avec Marc Moore, ne ressentit ni triomphe ni apaisement, mais une confusion sourde qui la déstabilisait plus que l'hostilité qu'elle avait anticipée. Elle avait cherché une réaction coupable, un trouble manifeste, un aveu involontaire, et elle n'avait trouvé qu'un homme surpris, presque intrigué par l'intérêt disproportionné qu'elle portait à un projecteur acquis sans arrière-pensée apparente. Cette absence de faille visible ne suffisait pas à effacer les soupçons accumulés dans son esprit, mais elle fissurait la certitude qu'il avait portée jusque-là, introduisant une nuance qu'elle avait toujours refusé d'envisager. Si Marc n'était qu'un maillon innocent, alors l'énergie déployée, les risques pris, l'enlèvement de Dimitri et l'effraction chez Alix prenaient une dimension inquiétante, car ils ne pouvaient plus être justifiés par la simple recherche d'une vérité cachée. Cette prise de conscience ne provoqua pas immédiatement un renoncement, mais elle ouvrit un espace de doute que Jeanne ne pouvait ignorer sans se mentir à elle-même. Henri, percevant cette hésitation nouvelle,
tenta d'exploiter la brèche pour ramener sa sœur vers une position plus prudente, lui rappelant que chaque pas supplémentaire dans cette direction augmenterait les conséquences potentielles si leurs actes venaient à être découverts. Il soulignait que l'affaire avait déjà franchi plusieurs lignes rouges et que persister sans preuve tangible risquait de transformer une quête personnelle en engrenage judiciaire. Jeanne l'écoutait avec une attention inhabituelle, consciente que l'équilibre entre détermination et obstination devenait de plus en plus difficile à maintenir. À l'hôpital, la confrontation entre la direction et les représentants du personnel atteignait un moment décisif, car les discussions sur les gardes de nuit et les conditions de travail débouchaient enfin sur des propositions concrètes destinées à éviter une grève imminente. Clémence, qui avait initialement poussé à l'escalade pour forcer ses concessions, se retrouvait face à la responsabilité de canaliser un mouvement qu'elle avait contribué à intensifier, et cette position la plaçait dans une tension extrême entre victoire stratégique et épuisement personnel. Les comprimés qu'elle continuait de prendre en secret lui permettaient de soutenir le rythme, mais ils altéraient subtilement son jugement et sa capacité à évaluer avec distance les compromis proposés. Lorsque la direction annonça son intention de réviser partiellement les plannings et d'ouvrir une négociation sur les gardes de nuit, un soulagement prudent parcourut les équipes, mais Clémence comprit que cette avancée ne résolvait pas les fractures internes déjà créées. Elle percevait que sa crédibilité dépendrait désormais de sa capacité à transformer cette concession en stabilité durable, tout en gérant une fragilité personnelle qu'elle ne pouvait partager avec personne. Le risque d'un drame imminent ne résidait plus seulement dans la menace de grève, mais dans l'écart croissant entre l'image qu'elle projetait et l'état réel dans lequel elle se trouvait. Dans la sphère privée, la situation d'Elisabeth et d'Alain évoluait vers une clarification inévitable, car les rendez-vous répétés avec Nicolas, bien que présentés comme professionnels, avaient introduit une distance que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus feindre d'ignorer. Alain, fidèle au conseil de Becker, choisit une approche mesurée pour aborder le sujet, évoquant ses inquiétudes sans accusation frontale, mais cette prudence révélait en creux la profondeur de son attachement et sa crainte d'un glissement irréversible. Elisabeth, confrontée à cette mise à plat, dut reconnaître que son besoin de reconnaissance avait influencé ses choix récents, même si elle persistait à affirmer qu'aucune limite n'avait été franchie. Cette conversation, loin d'apaiser immédiatement les tensions, mit en lumière la fragilité d'un équilibre qui reposait sur des non-dits accumulés, car derrière la question de Nicolas se jouait en réalité la peur d'être remplacé, comparé ou relégué. Le couple se trouvait ainsi confronté à une vérité plus complexe que la simple jalousie, celle d'un besoin mutuel de reconnaissance qui avait été négligé au profit d'autres priorités. Marc, pour sa part, décida de reprendre contact avec Alix afin de clarifier certains points concernant l'historique du projecteur, sans imaginer que cette démarche pourrait croiser les inquiétudes nées de l'intrusion nocturne. Cette initiative témoignait d'un désir de transparence qui contrastait avec la suspicion dont il faisait l'objet, et elle ajoutait une dimension supplémentaire à une affaire qui ne cessait de se complexifier à mesure que chacun cherchait à protéger sa propre version des faits. Ainsi, au terme de cette séquence, aucun conflit n'avait encore éclaté ouvertement, mais chaque trajectoire avait subi une inflexion significative. Jeanne devait désormais affronter le doute introduit par l'absence de preuves tangibles contre Marc, Clémence se trouvait à la frontière entre victoire stratégique et effondrement personnel, Elisabeth et Alain engageaient une conversation nécessaire mais risquée sur leur fragilité commune, et Marc s'approchait involontairement d'un centre de tension qu'il ne maîtrisait pas. Le projecteur Super 8, objet anodin en apparence, demeurait au cœur de ces dynamiques, non pour ce qu'il révélait à l'écran, mais pour les projections qu'il suscitait chez ceux qui s'en approchaient, chacun y voyant le reflet de ses propres peurs, de ses ambitions ou de ses blessures. La vérité, loin d'être une révélation spectaculaire, se dessinait plutôt comme une série de fissures intérieures, annonçant que les prochains affrontements ne se joueraient pas uniquement sur des faits, mais sur la capacité de chacun à reconnaître la part d'ombre qui guidait ses décisions.